Nous sommes le 11 juillet 2024. Donc, nous sommes le 11 juillet 2024, le 193e jour de l'année 2024. Il n'en reste plus que 173. Alors, que s'est-il passé le 11 juillet, à la même date, c'est donc, mais des années précédemment? Alors, en 1960, le 11 juillet, Moïse Tshombe proclame la sécession de l'État du Katanga lors de la crise congolaise. Alors, la crise congolaise, qu'est-ce que c'est? C'est une période de troubles et de conflits qui a eu lieu en République démocratique du Congo entre 1960 et 1965, c'est-à-dire entre l'accès à l'indépendance de la République démocratique du Congo et la prise de pouvoir de Mobutu. Alors, pour vous mettre dans le contexte, c'est après l'émergence d'un mouvement populaire national dans le Congo belge qui exige la fin de la domination coloniale et mène le pays vers son indépendance en 1960. Peu de préparatifs ont eu lieu, vous vous en rendrez compte. Alors, il y a beaucoup de questions qui se sont posées sur les statuts des ethnies et le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est juste quand un État se divise en plusieurs autres États et qui se partagent les systèmes d'organisation et d'administration, que ce soit la législation, l'administration et le gouvernement. Alors, c'est à ce moment-là que plein de questions se posent et il y a une mutinerie qui va éclater dans l'armée et entre les Blancs et les Noirs, ce qui crée une énorme crise. Et alors, à ce moment-là, Moïse Tshombe en profite pour proclamer la sécession de l'État du Katanga. La sécession, qu'est-ce que c'est? C'est quand un État se détache d'un autre État de manière volontaire ou alors dans la violence pour gagner justement un peu plus d'autonomie, vous voyez. Alors, Moïse Tshombe est un aristocrate qui est né dans l'Empire Lunda. En fait, c'était même l'un des descendants directs de Mointia. C'était un homme d'affaires qui se lance dans la politique en créant... Excuse-moi Andrea, tu es en train de faire un très long discours. Moi, je parle. Oui, je sais, tu parles, mais j'essaie de comprendre ce que tu dis. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Un descendant direct de Mointia. Oui. Mointia, tu as peut-être une idée, tu peux nous dire un peu qui c'est, je ne sais pas. Alors, Mointia était l'empereur de l'Empire Lunda, en fait, tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas. Mais après, vous avez eu des cours d'histoire. Est-ce que je suis obligée de parler de ça? Oui, on va dire ça comme ça. Il était de la famille royale, en réalité. Donc, il voulait aussi... Alors, avant que Semira ne me coupe la parole, j'étais en train de dire... Moïse Tshombe était donc de la famille aristocratique de l'ethnie Lunda. Il est le fondateur de la Confédération des associations tribales du Katanga, le Konakat. Il a créé en 1958 avec le but justement de promouvoir l'autonomie de la province du Katanga. C'est en 1960, le 30 juin, que Tshombe entre en conflit avec Patrice Lumumba, le premier ministre gauchiste. Le 30 juin. Oui, le 30 juin. Le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance. Les deux, ils entrent en conflit et il accuse Lumumba de sympathie communiste et déclare l'indépendance du Katanga comme État sécessionniste avec lui-même comme président, devenant ainsi l'un des acteurs majeurs de la crise congolaise dont j'ai déjà parlé en fait. C'est juste les gens dans l'armée, ils ont commencé à se battre, à se tirer dessus et puis il y a des Noirs qui s'en sont pris aux Blancs. Et figurez-vous que là, la Belgique et les URSS aussi ont fini par se retrouver mêlés à l'histoire, en fait, avec les Belges qui étaient du côté de Tshombe et l'URSS qui était du côté de Lumumba. Les deux avaient... Ça a créé une belle débandade. Oui, c'était vraiment n'importe quoi, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est là, à 11 jours à peine de l'indépendance, ça fait 11 jours que toi et moi, disons, ton grand-père et mon grand-père en vrai, ça sont fait pas libres. très sérieux, si on peut dire. Parce que, excuse-moi de te... Enfin, je ne m'excuse même pas de te couper, je m'en fous. Waouh. Si je puis dire, ça s'est passé le 11 juillet. Le 30 juin, vous avez l'indépendance. Ça fait pas très sérieux. Ça fait vraiment pas sérieux. Mais attends, si tu peux nous dire aussi, parce que depuis le Katanga, c'est plus un État sécessionniste. Ce n'est plus un État sécessionniste. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'arrête? On les a tapés. J'y arrive. Lentement. Et donc, c'est en 1960, le 11 juillet, que Moïse Tshombe déclare la sécession du Katanga. Et en 1961, la rébellion du Katanga est réprimée, en fait, juste après. Mais l'État du Katanga est resté État du Katanga jusqu'en 1963, quand il y a eu comment dire, il y a encore eu un autre conflit, en fait, entre les gens de la rébellion Simba et de l'État congolais. La rébellion Simba,
C'est juste des personnes qui étaient des activistes de Lumumba. Tu vois, des gens qui voulaient le défendre. Et on est d'accord qu'à ce moment-là, voilà, la rébellion Simba a été menée par Antoine Kisenga et Pierre Mouleli. D'ailleurs, la rébellion Simba s'appelait aussi la rébellion mouléliste au nom de ce dernier, en fait. Oui. Et donc, en 1963, quand là, il y a eu en fait, disons que c'est les URSS qui se sont battus contre Moïse Tshombe pour que l'État du Katanga retourne vers le Congo. Alors là, il s'enfuit et il va en exil. C'est en 1965 qu'il revient au pouvoir et pour faire partie d'un gouvernement en coalition avec celui de Mobutu, en fait. Mais voilà, encore une fois, il est renvoyé de son poste et il va en exil. Et après, il meurt 4 ans plus tard, en 1969. Waouh! Exactement. L'histoire de ce pays est quand même incroyable. Oui. Parce que quand on s'assoit, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont vraiment parties en débandade pour des petites choses. Donc, en fait, là, maintenant, on a... parce qu'à ce moment-là, Mobutu, il était général. Il se dit, attends, dans mon armée, les gens sont en train de se battre. Tout le monde s'entretue. Là-bas, tu as Moïse Tshombe qui fait des siennes. Et il s'en va, ok. Coup d'État, c'est moi qui prends le pouvoir. C'est exact. Il ne savait plus quoi faire. Il s'est dit, bon, ben, c'est le dernier recours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, en vrai, que le coup d'État, c'est pas quelque chose qu'on peut prôner en soi. Bien mais ça a quand même eu cette petite chose de remettre, en fait, de remettre les pendules à l'heure. Parce oui. que là, ça devenait un gros n'importe quoi. Et aussi, à cette période-là, quand on a proclamé l'indépendance, tout le monde pensait qu'il allait être promu. Je ne sais pas pourquoi. Ils se disent que, bon, maintenant on a l'indépendance, on chasse tous les blancs, nous, on récupère tout et on finit, moi je veux être promu, moi je veux être promu. Et comme tu es en train d'en parler, ça me fait penser à un détail. Je te coupe, tu as fait la même chose avec moi. C'est tout à fait légitime, on est d'accord, chers téléspectateurs. Bref, alors, dans les accords que la République démocratique du Congo avait signés avec la Belgique, les Belges devaient rester en fait sur le pays et continuer à avoir, disons, la main mise sur certains minéraux, ce genre de choses. Ce qui a fait qu'en réalité, il y avait une guerre d'intérêt entre les Belges et l'URSS, surtout dans le contexte de la guerre froide. Déjà qu'ils avaient des conflits. Ils avaient déjà des conflits entre eux. Hors de chez nous. Du fait que, déjà, Lumumba à l'époque, il était avec le parti URSS. La Belgique et ses alliés n'ont pas beaucoup apprécié. Oui, exactement. Déjà, Lumumba, Premier ministre, ne s'entendait pas avec son président. Il se faisait révoquer entre eux. Tu me révoques le matin, je te révoque le soir. C'était vraiment une débandade. On était vraiment entouré de personnes qui avaient des désirs mégalomanes, en réalité. Des gens qui avaient des grandes idées de grandeur. Mais d'où ton idée, par rapport déjà à ce que tu as dit, sur la mainmise, ce qui a aussi incité un peu, si on va dans le côté aérianisation de Mobutu. Oui. C'était par rapport aux entreprises et tout ça. Mais on a aussi remarqué que, certes, on voulait laisser les Congolais gérer leurs entreprises, gérer leurs trucs, mais à la fin, on s'est rendu compte que la plupart des compagnies que les Belges ont laissé aux Congolais se sont retrouvés dans des situations où la plupart ne travaillaient même. La Gécamine. Ne parlons même pas de la Gécamine. Comme par exemple la Gécamine. Ne parlons même pas de la Gécamine. Il a mis des personnes, mais est-ce que la question se pose et demeure en suspens, est-ce que les personnes en question étaient compétentes? C'est pour ça aussi, tu sais, il y a eu un mouvement avec le cardinal Malula. Eux, ils voulaient que l'indépendance se fasse sur plusieurs années, environ 30 ans, oui. De manière à ce que le Congo puisse aussi trouver ses marques. Parce qu'on avait une constitution qui était à l'image de la Belgique, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes réalités. On a plusieurs ethnies, une étendue beaucoup plus grande. Et je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que l'indépendance immédiate aussi, c'était bien? Pour la plupart, il y a certains auteurs qui disent que ça était plutôt une indépendance précoce. Oui. Certes, c'était beaucoup... on comprend aussi le pourquoi du comment ils voulaient l'indépendance, parce que vous souffrez pendant... Et la souffrance, ça n'a pas commencé à partir du moment où la Belgique est arrivée. Ah oui, ça a commencé depuis Léopold II. Donc, si on peut dire 400 ans d'esclavage. 400 ans. Et sur toute cette étendue-là, tu te rends compte que tes ancêtres ont souffert. Tes arrière-arrière-grands-parents ont souffert. Et même toi, ça arrive jusqu'à toi. C'est normal d'être révolté, mais il y a aussi le contexte de la situation par rapport au pays.
du fait qu'ils ont, bon, en soi, les Belges ont quand même, par si on voit l'éducation, Oui. à l'époque, d'où on disait qu'il y avait des élites. En mode, Bien c'est pas sûr. tout le monde qui savait faire ce qu'il faisait faire, c'est pas tout le monde qui pouvait lire, écrire, parler correctement, Oui. c'est pas tout le monde. Et ce niveau d'éducation là, moi je pense que on aurait d'abord dû commencer à préparer la génération qui allait venir remplacer les dits belges, prévenir cette génération qui allait les remplacer, les préparer mentalement, psychologiquement et tout ce qui est avec. Et aussi, on a là aussi un grand problème aussi qui s'est vu en RDC, c'est qu'on est un énorme pays, un pays tout vaste. Exactement. Beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus, beaucoup de villages, de secteurs. D'où la question de la chefferie. fédération. Justement. Et c'est par rapport à ça aussi que tout le monde veut que non, ça soit quelqu'un de chez. Enfin, il y a aussi eu le problème de moi, je veux que ce soit quelqu'un de chez moi. Ou il y a aussi le problème de tribalisme. En somme, avant même que je ne parle beaucoup. En somme, il y a eu le problème de tribalisme. Moi, je n'aime pas telle tribu, je ne voulais pas que telle tribu soit comme à la ceci, tête. comme ça, avec des C'est parti préjugés dans un- inutiles, Voilà, vraiment. avec beaucoup de préjugés. Oui. C'est parti dans un gros n'importe quoi. Si je fais ça, vraiment, excuse-moi de le dire, c'est un peu grossier. C'est parti dans un gros n'importe quoi et ça a donné juste une petite milice en soi. Enfin, les révoltes militaires qu'il y a eu à l'époque, si on avait pris le temps de les calmer juste un peu. Il y a certaines personnes il y a certaines actions qui les ont accentuées, certes, mais si on avait pris le temps de les calmer à la racine, on n'aurait pas eu cette grosse débandade. Après, moi, je me dis que d'une certaine manière, si les Congolais se sont comportés comme ça, ils se sont dit, attendez, je suis Congolais, tu es Congolais, je suis noir, tu es noir, j'ai les cheveux crépus, tu as les cheveux crépus, donc toi, tu vas mettre le costume, moi, je ne vais pas mettre. C'est ça la question qui se sont posée. Tu vois. Ils se sont dit, il n'est pas question que moi, je reste dans les rangs des prolétaires, comme clin d'œil à Karl Marx, merci beaucoup. T'as vu, il n'y a pas que toi avec la politique, moi aussi je sais des choses. Bon, on a compris, tu as Bref. Donc il n'y a pas moyen que moi je reste sur le niveau de prolétaire et que d'autres aillent chez les nobles, alors qu'on est tous pareils. Par rapport à quoi? Ça crée aussi une certaine révolte. Et Lumumba, il avait en fait en tête quelque chose où tout serait commun. En fait, il voulait un communautarisme. Oui. Un communautarisme, son niveau de communautarisme, c'était quelque chose. Mais avec les idées à l'époque, comme tu as dit, les gens ne voulaient pas rester au niveau prolétaire. Ils ne voulaient pas. Pourtant, Donc, il faut une les idées qui vont à gauche, les idées oui, qui vont à il faut un droite. certain équilibre. Alors, chers téléspectateurs, nous allons passer à l'éphéméride suivant. La question que moi, j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'indépendance était bien arrivée ou on aurait dû suivre les plans du cardinal Malula et attendre sur les plusieurs années à venir? Restons donc dans les années 1960. Moi, vraiment, les années 60, j'aime beaucoup. Attends. Si c'était fait sur Tu me printemps- coupes. Je sais. Bref. Si On ne peut c'était pas fait sur- revenir. On peut pas revenir. Je sais. Je suis déjà née. On ne peut pas revenir. C'est fini. Non, je pensais au fait que peut-être ça allait être moi la présidente. Hmm. Non, sur 30 ans, ça allait dépasser. non? Bref. Excuse-moi. Écoutez, mieux vaut pas faire attention à ce qu'elle est en train de dire, tu divagues complètement. Alors, comme je disais, moi, j'aimais beaucoup les années 60. Déjà, le style vestimentaire était incroyable. Regardez d'abord ma robe, hein, magnifique, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, dans les années 60, pour les férus de lecture, un auteur appelé Harper Lee sort le livre, le grand classique même de la littérature américaine, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ou To Kill a Mockingbird. Alors, c'est un livre que moi-même j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai demandé à Sémira de le lire, mais elle ne voulait pas. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai beaucoup trop de livres que je dois lire. Alors, je j'ai pas vais le vous temps. raconter un peu. Nous sommes en Alabama en 1930. Enfin, dans les années 30, disons. Et Scout vit avec son frère Jem, son père Atticus, qui est un avocat qui est respecté par ses voisins. L'auteur, il avait des noms, c'est mal à lui. Par les voisins, et Calpurnia, qui est leur domestique noir et qui vraiment représente pour eux une énorme figure maternelle très forte pour les enfants. La petite fille, elle est un peu garçon manqué. Elle met des salopettes, elle monte aux arbres et c'est vraiment le cauchemar de sa tante Alexandra parce qu'elle veut que, par rapport aux mœurs de 1930, ce soit une dame, qu'elle mette des robes en dentelle, qu'elle boive le thé en soulevant, s'il vous plaît, le petit doigt. Ensuite, Scout, elle est rébutée en fait par l'hypocrisie et toutes les manières de ces femmes qui parfois viennent chez elle goûter et qui la regardent de haut. Elle préfère suivre son frère Jem et leur nouvelle amie Dill dans des expéditions. La première d'entre elles consiste à aller frapper à la porte de Boo Radley, qui est leur voisin.
On dit, Boo Radley. il s'appelait Boo Radley. B-O-O Radley. Les personnages ont des noms étranges. Alors, on dit de Boo qu'il vit reclus chez lui et qu'il est bizarre. Les enfants du voisinage ont très, très peur de lui. Alors, donc, voilà, comme je le répète, on est dans les années 30. En Alabama. L'Alabama, c'est un État, l'Alabama, pardon, est un État du sud des États-Unis. Et on sait qu'à cette période-là, le sud et le nord ne s'entendaient pas. Chez eux, ils étaient beaucoup plus racistes, disons, avec une énorme ségrégation en réalité. Et au nord, c'était des personnes qui acceptaient en fait de vivre un peu avec les Nords. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Et il y a une histoire dans le livre qui m'a beaucoup touchée. C'est quand le père de Jem et de Scout se retrouve avocat commis d'office pour un noir qui a été accusé d'agression sur une blanche. Alors, il y a eu évidemment un procès équitable et on a remarqué qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas, des choses qui ne collaient pas entre ce que l'accusé disait et ce que la victime était en train de dire. Vous voyez, en réalité, il était clairement montré que la victime avait fait des avances au garçon en question. Et lui, il a refusé, ça l'a totalement vexé. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé tout un scandale. Attends, Andrea, je vais te dire la vérité. Tu peux résumer? Je résume. Non, attends, je ne dois pas résumer, mais en somme, ça parle de quoi précisément? En somme, ça parle de plusieurs choses en réalité. C'est sur plusieurs histoires. Oui, c'est vraiment plusieurs histoires. C'est sur une période. Compliqué. C'est pas compliqué, c'est sur une période et ça parle de plusieurs choses. Donc j'ai expliqué le contexte en fait. On est en Alabama en 1930. Une fille qui ne veut pas mettre des robes, elle veut toujours être en salopette. Elle grimpe dans les arbres. Elle a une tante acariâtre qui veut lui faire prendre du thé. Je sais pas. C'était la sœur de son frère et il y a eu beaucoup d'histoires. C'est un livre qui est vraiment intéressant. Et qui disons, fait grandir un peu en matière de valeurs, en réalité, des choses que l'on peut aussi octroyer à ses enfants, comme par exemple rester soi-même. C'est-à-dire la fille, pour Scout, sa tante voulait l'obliger à mettre des robes, ce genre de choses. Mais conformer au classique de l'époque. En fait, voilà. Et elle ne voulait pas. Elle ne voulait vraiment pas le faire. Elle, comme je dis, elle préférait les salopettes et grimper dans les arbres. Alors, imaginez-vous une petite fille de 8 ans qui monte dans les arbres et qui joue dans la boue comme un petit garçon. Tu vois, moi, c'est vraiment c'est ce qui m'a le plus touchée parce qu'elle voulait absolument rester authentique. Ce qui est parfois un peu compliqué, suivant les situations ou la société. Parce qu'il y a des choses que la société t'impose d'office. Et si tu ne le fais pas, si on peut dire, si tu ne le fais pas, ou si tu ne le dis pas de telle ou telle manière, ça te devient compliqué dans la vie. Parce Exactement. Que soit on te qualifie de personne bizarre, ou on te donne plusieurs autres qualificatifs du fait que tu peux même être exclu. On voit même ça à l'école, par exemple, sur certaines modes qui se lancent. Si tu ne veux pas te conformer à telle ou telle chose, tu te retrouves exclu. Oui, on te considère comme un paria, en fait. C'est ça. On dirait que tu étais un monstre sorti de je ne sais pas moi quoi. Ou juste, là, ne me parle même pas de la peur de l'inconnu. Ne me parle même pas de la peur. J'aime beaucoup ce terme, la peur de l'inconnu. Là, c'est même pas par rapport à la peur de l'inconnu. C'est vraiment, mais vraiment, juste des principes de la société. Oui. C'est un peu nul. Et donc, on se rend aussi compte que les Noirs, en fait, notre race a eu beaucoup de combats, en réalité. Et tu sais, malgré le fait qu'il y avait les incohérences entre ceux que l'accusé et la victime étaient en train de dire, il a quand même été condamné. Il a essayé de s'évader, mais il a été abattu. Mais bizarrement, ce qui se passe, c'est que le père de la victime, ensuite, elle a essayé d'attenter à la vie de Jem, le garçon. Et il s'est introduit aussi dans la maison du juge. Et c'est celui qui était en charge de l'affaire. Il a fait beaucoup. Je sais qu'il fait que, oui, lui-même, il s'est rendu compte que ma fille, elle a dit n'importe quoi. Et il y avait son honneur qui en a pris un coup. À l'époque, je pense que c'était plus une histoire d'honneur aussi. Oui, c'est vraiment parce plus ça. que, en tant qu'homme blanc, il se dit que non, ma fille est venue, c'est-à-dire mon nom, et on te dira quoi. En plus, c'est contre un homme noir. Exactement. Donc, il s'est dit que non, ne salissons pas mon honneur, ni l'honneur de ma fille, parce qu'après, ça sera compliqué, puis personne ne vous prendra au sérieux. Et à l'époque, quand on te rejette de la société, on te rejette bien. Exactement. C'est vraiment ça.
Et on voit ça aussi, par exemple, dans la plupart d'autres choses. Tu as parlé des combats pour d'autres. Enfin, avec le temps, en dépassant même les années 60, on est peut-être dans les années 70, il y a eu certains qui ont dû se battre pour pouvoir même aller, ne serait-ce qu'à l'école, parce qu'il y avait des écoles qui étaient réservées à des écoles pour les blancs, des écoles pour les noirs. La ségrégation. Une ségrégation très compliquée. Parce qu'il y a une formation peut-être, une plus haute formation du côté des blancs, du côté des noirs. Donc si tu veux apprendre des choses qu'ils apprennent là-bas et que vous n'apprenez pas ici, c'est compliqué. Des fois même, il fallait me demander à un juge. Pour partir d'un endroit à un autre. Pas vraiment partir d'un endroit à un autre, étudier. Exactement. Dans une école de blancs, c'était vraiment strictement interdit. Parce que voilà. Et même quand tu arrives là-bas, j'imagine pas comment tu te sens en fait. Tu te sens mal? Si, c'était horrible. Tu as 1000 perdus qui te regardent en mode qui es-tu, que fais-tu? Remercions Dieu d'être né dans les années 2000. Alors, chers téléspectateurs, même ça, passons à l'éphéméride suivant. Nous sommes en 2010, 50 ans plus tard. En 2010, l'Espagne remporte la Coupe du Monde contre les Pays-Bas. Alors, la Coupe du Monde de 2010 est la 19e édition de la compétition et elle s'est déroulée du 11 juin au 11 juillet 2010. Aujourd'hui. Et comme nous sommes le 11 juillet, voilà pourquoi on en parle. En fait. Alors, la Coupe du Monde s'est passée en Afrique du Sud et il s'agit de la première phase de la Coupe du Monde se disputant sur le sol africain. Le pays organisateur a été choisi en mai 2004. Alors, pour vous connaissez la Coupe du Monde, mais en fait, comment est-ce que ça a commencé? La Coupe du Monde a été décidée en 1928, le 28 mai, par la Fédération internationale de football association. 1928? Oui, 1928. Par la Fédération internationale de football association, soit la FIFA en sigle, sous l'impulsion de son président Jules Rimet. Alors, elle a eu lieu pour la première fois en 1930 en Uruguay. L'Uruguay, c'est un pays de l'Amérique latine. Et c'est eux qui ont gagné. Et après 1930, la Coupe du Monde a commencé à se disputer tous les 4 ans. Alors, elle a continué, mais en 1942, de 1942 à 1946, elle n'a pas pu avoir lieu à cause de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Depuis la deuxième édition en 1934, la Coupe du Monde comprend une phase de qualification par zone continentale et une phase finale qui réunit les équipes qualifiées. Donc, dans un ou plusieurs pays pendant un mois environ. Cette phase finale comprendra à partir de 2026 un premier tour par poule qui qualifie 32 équipes pour une phase d'élimination directe à partir des 16e de finale. Le pays organisateur de la phase finale désigné par la FIFA est d'office qualifié. C'est-à-dire que si un jour, de bonne fortune, le Congo venait à organiser la Coupe du Monde, le Congo serait d'office qualifié. Non, sans ironie, j'ai vraiment hâte de voir ça. Sans ironie, bien sûr. Oui. Alors... tu doutes? Excuse-moi. Tu as douté, j'ai pas eu. Le pays le plus titré pour la Coupe du Monde reste à ce jour le Brésil avec 5 Coupes du Monde, suivi de l'Italie et de l'Allemagne qui en a 4. L'Argentine, qui d'ailleurs est tenante du titre, qui en a 3. Avec l'Angleterre et l'Espagne qui en ont 2. Et là, c'est à la dernière édition de 2022, c'est l'Argentine justement qui a gagné. Alors celle de 2026 se fera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sera la première édition à 48 équipes participantes. D'ailleurs, notre pays, il est en lice pour les qualifications. Nous étions en train de parler de l'Espagne qui a gagné la Coupe du Monde en 2010. C'était un match incroyable. Bon, c'est vrai que j'étais encore très petite, mais voilà, donc on avait des grands noms comme Andrés Iniesta qui était milieu de terrain. On avait Iker Casillas qui était gardien et qui évoluait au Real de Madrid. D'ailleurs, Andrés Iniesta, pour ceux qui supportent Barcelone, ils savent, c'est notre chouchou là-bas. Il jouait à Barcelone. Ensuite, on avait à la défense Piqué et Puyol. Et puis, il y a eu d'autres personnes comme Xavi Alonso qui maintenant est l'entraîneur du Bayern de Munich, et puis Xavi qui, lui, est entraîneur de Barcelone aujourd'hui. Alors, on a eu un match très serré. C'est au bout de la 116e minute, donc, pendant les prolongations, que l'Espagne réussit à mettre son but, qui va finir par les qualifier. Les Pays-Bas, ils y arrivaient vraiment pas. Et c'est comme ça qu'ils ont fini par gagner. Dites-vous que ce match-là a été le plus controversé parce que l'arbitre a donné
14 cartons jaunes. 14 avertissements, s'il vous plaît. Donc, nous allons féliciter les tenants du titre. Félicitations à vous. Et qui sait, on espère encore vous voir en 2026. On a hâte de voir qui va gagner l'année prochaine, enfin en 2026.